faite d'une autre manière, cette vraie politique ou réelle politique qui voudrait que ce soit l'art de refaire ou faire sa cité? La problématique de citoyenneté Sénégal, c'est de contribuer à l'émergence au Sénégal d'une citoyenneté responsable et participative, c'est-à-dire d'une citoyenneté vigilante, d'une citoyenneté active. Parce qu'aujourd'hui, le monde fonctionne sous ce qu'on appelle la démocratie participative. On a dépassé l'ère où il fallait tout laisser entre les mains des politiciens. Il faut qu'à un moment donné, la citoyenneté s'exprime par une certaine vigilance citoyenne. C'est ça la problématique de citoyenneté. On a l'impression quelquefois que Cheikh Yérim Seck en veut un peu aux hommes politiques de manière générale. Même dans votre livre, vous avez un peu catalogué ces hommes politiques pour dire que finalement tout ne se limite pas à ces hommes politiques qui prennent un peu en otage le Sénégal. Est-ce une manière pour vous également, à travers Citoyenneté C221, d'affirmer qu'il n'y a pas que vous, hommes politiques, mais il y a également nous autres citoyens, lambda ou sénégalais lambda? Il y a un chapitre de l'ouvrage qui est intitulé « Une classe politique perdue dans ses calculs ». C'est là où je diagnostique un peu le mal politique contemporain du Sénégal. En quoi est-ce que des gens qui représentent, soit disant en passant, une petite minorité dans le pays, parce qu'aujourd'hui ceux qui sont actifs dans les partis politiques, je doute fort qu'ils fassent 5% de la population du Sénégal, et cette sorte de caste prend en otage le pays, c'est ça la réalité. Sous une doctrine qu'on appelle le partagisme, ils partagent tout, privilèges, strapontins. Et ils se partagent tout. Pendant ce temps, le pays meurt de sa belle mort. Les enjeux fondamentaux du pays n'ont pas été gérés, en tout cas jusqu'ici, pas gérés efficacement. Nous allons avoir 60 ans d'indépendance dans quelques mois. Les Sénégalais ne mangent pas à leur faim, ne vont pas à l'école convenablement, ne sont pas soignés quand ils sont malades. Signe tragique d'ailleurs de notre échec. Vous voyez la cruauté des symboles quand Ousmane Tanor Dieng va mourir en France. Ce symbole est cruel. Il était le numéro 2 du PS. Le PS qui était le parti avant-gardiste de l'indépendance, qui a dirigé ce pays pendant 40 ans. 60 ans après l'indépendance, il va mourir à Bordeaux. Parce qu'il était allé se soigner en France. Le symbole est cruel. Élitistes. Quand aujourd'hui, par exemple, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre du Sénégal est en soins intensifs à Paris depuis... Vous parlez de Bono Abdelaziz. On dit qu'il va... Oui, mais le symbole... C'est le symbole, en fait. Je parle du symbole. Voilà. Et quand est-ce que dans nos pays... Parce que quelqu'un, c'est Vladimir Poutine qui l'a dit. Il dit, les Africains, ils vont construire, chercher des maisons à Paris ou à Londres. Ils vont faire leurs études à Paris ou à Londres. Ils vont se soigner à Paris ou à Londres. Ils vont faire des achats à Paris ou à Londres. Ils ne vont au village que lorsqu'ils sont morts. Finalement, ils ne vont en Afrique que lorsqu'ils sont morts. Voilà. C'est ce qu'il disait. C'est le mouroir. Et je pense que c'est ça. Je pense que le défi fondamental pour nos gouvernants, c'est de créer les conditions telles que les Africains naissent en Afrique, grandissent en Afrique, se soignent en Afrique, sont éduqués en Afrique, travaillent en Afrique, meurent en Afrique et sont enterrés dans des conditions dignes en Afrique. Alors, parce que c'est ça l'enjeu fondamental au fait. Oui, l'appétit vient en mangeant. Vous avez formé un mouvement, vous nous parliez tout à l'heure de vos nombres de conseillers, des mairies, etc. Pourquoi n'avoir pas postulé pour être candidat à la présidentielle, par exemple, pour tenter un temps soit peu de changer cela, mais à une station... Parce que je considère que dans un pays, l'enjeu n'est pas que politicien. L'enjeu est aussi citoyen. Vous savez, je pense que au modeste niveau où je me situe, à la presse, j'ai un rôle à jouer la protection, la censure de la pratique politique. Comment ne pas être dans les grands sur des contre-pouvoirs efficaces. La société civile. Et c'est bien ici. Bien ici. Politique. La presse, n'en parlons pas. On nous taxe quelquefois de rouler pour un camp ou pour un autre. Est-ce que réellement ce rôle de contre-pouvoir, on le sent aujourd'hui au Sénégal? Le contre-pouvoir, ça ne veut pas dire le complexe de l'opposition.
C'est pas parce que la presse, dans un cas précis, note que le pouvoir a raison ou que le pouvoir a bien fait que c'est pas un contre-pouvoir. Il est un contre-pouvoir tant qu'il est équidistant des différentes chapelles politiques. Ça, il faut aussi qu'on fasse cette différence sémantique entre être un contre-pouvoir et être un opposant. C'est différent, ça n'a rien à voir. Oui. Voilà, ce sont deux choses très différentes. Être un contre-pouvoir, ça ne veut pas dire être contre le pouvoir. Et deuxièmement, contrairement à une opinion répandue, au Sénégal est en train de se mettre en place une opinion publique. C'est la réalité. Et l'opinion publique, je vous donne un exemple précis. Récemment, dans le cadre de l'affaire Aliou Sall, l'affaire dite communément Aliou Sall, c'est la pression de l'opinion qui a conduit à la démission d'Aliou Sall. C'est la preuve aujourd'hui qu'une opinion publique est en train d'émerger au Sénégal. Est-ce que c'est réellement? Et je pense que la presse... c'est seulement la pression? Non, mais attends, non, c'est important. Et la presse, non, je pense qu'il y a une bonne partie de pression dans l'opinion. Je n'ai pas de doute là-dessus. D'accord. Et donc, la presse, de par sa position, est le principal acteur, l'un des principaux acteurs en tout cas, qui façonne l'opinion publique. C'est en ce sens que la presse est de plus en plus pertinente dans ce moment précis de l'évolution de notre pays. C'est valable pour la presse. Et pour cette société civile, parce qu'on s'est rendu compte peut-être entre 2012, après la chute du régime d'Abdoulaye Wade à aujourd'hui, on sait que c'est la société civile, c'est l'opinion, c'est le peuple sénégalais qui a plus ou moins contribué à la chute de l'ancien régime pour changer de paradigme entre autres. Mais depuis lors, certains accusent un peu la société civile, justement on en parlait de la presse, d'être un peu trop proche de l'opposition et même d'être des politiciens encagoulés. Est-ce que c'est le constat ou le sentiment que vous avez, vous, en tant qu'analyste de la chose politique? Non, le constat que j'ai est très simple. D'abord, il faut se dire que la société civile du Sénégal est une société civile balbutiante. C'est ça la réalité. On ne peut pas lui faire un procès comme si c'est une entité qui existait depuis des lustres. Le phénomène même de la société civile au Sénégal est un phénomène récent. À un moment donné, on connaissait les grandes ONG internationales qui venaient faire de l'humanitaire, mais les associations sénégalaises qui sont dans les problématiques de développement, de droits de l'homme, de bonne gouvernance, c'est des associations relativement récentes. Bon, il y a du tout partout. Je pense que la réalité est plus complexe que la caricature. Autant il y en a qui sont clairement alignés politiquement, autant il y en a qui, vaille qu'à vaille, tentent d'être équidistants. Bon, mais je veux dire, être de la société civile aussi, ça ne veut pas dire être insipide, incolore, inodore. Être de la société civile aussi, c'est pouvoir, lorsque le pouvoir foule au pied un certain nombre de foule au pied des principes fondamentaux, pouvoir dire non. Et dire non dans cette circonstance-là ne veut pas dire faire acte d'opposition. C'est faire acte de vigilance. Même si c'est perçu comme étant... Oui, c'est faire acte de vigilance citoyenne. Tout à fait. Maintenant, quand c'est systématiquement non, systématiquement contre le pouvoir, c'est là où il y a un problème. Mais il faut dire qu'il y a du tout partout. Autant il y a des associations de la société civile qui sont respectables, qui sont crédibles, qui sont honorables, autant il y en a d'autres sur lesquelles on peut dire des choses. Il en va de la société civile comme de la presse, comme de la politique, comme de tout en fait. Vous parliez tout à l'heure de cette infime portion ou cette minorité de Sénégalais qui gèrent tout, se partagent tout. Vous avez parlé tout à l'heure de l'affaire Aliou Sall, vous l'avez brossé pour parler de toutes ces personnes qui parlent de cette affaire. Aujourd'hui, on avait même quelquefois accusé, ou en tout cas une fois accusé Cheikh Yérim Seck d'avoir voulu rouler pour Aliou Sall parce que vous aviez eu une position peut-être différente de celle d'une majorité de Sénégalais. Que pensez-vous de cette affaire avec justement ces soubresauts? D'abord, si relativiser un certain nombre de points de vue sur l'affaire Aliou Sall veut dire rouler par Aliou Sall, ça veut dire qu'on est dans une société fasciste. C'est ça la réalité. Vous savez, Dieu est complexe. Le monde est complexe. La vie est complexe. L'homme est complexe. Le fait est complexe. Tout fait de l'homme est complexe. La réalité est complexe. La vérité est dans la complexité. La vérité n'est pas dans le simple. Aujourd'hui au Sénégal, il y a une doxa, une sorte de doctrine dominante qui veut que systématiquement
dans l'opposition, il y ait des bons et des gentils, et dans le pouvoir, des mauvais et des méchants. Je suis beaucoup trop sérieux, moi, pour réfléchir comme ça. Je pense que la vie est beaucoup plus complexe. Je pense que la réalité est plus complexe que la caricature. Je pense qu'il y a du tout partout. Aujourd'hui, et dans l'affaire tout qui impose non, je ne pense pas ça. Oui, parce que ce que j'ai dit, je le redis. Les faits, d'abord, sur la forme, le reportage de la BBC est scandaleux. Ça, on va... Allez-y. Deux, parce que toi et moi, on pratique un métier qu'on appelle le journalisme. Oui. Et surtout, vous connaissez le journalisme international pour ailleurs avoir travaillé pour... Justement, le premier principe du journalisme, c'est la distanciation. C'est le principe d'équilibre. Et ce reportage est démentiellement déséquilibré. Ça, c'est un fait. Même si l'auteur... Je vais continuer. Je vais continuer. Oui. L'auteur peut dire ce qu'il veut. À partir du moment où vous faites un reportage ou écrivez un article, il faut avoir maintenant la décence de laisser les gens interpréter, honnêtement. Tout à fait. Ouais, on ne peut pas être jugé parti. C'est pas possible. Deuxièmement, les faits qui sont allégués dans ce reportage sont d'une extrême gravité. Je fais partie des premières personnes qui ont dit qu'Ali Sall devait démissionner. Troisièmement, on est dans un état. À moins qu'on accrédite l'idée qu'on est dans la jungle. Un état, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une organisation sociale à l'intérieur de laquelle il y a ce qu'on appelle une séparation des pouvoirs. J'ai dit très tôt, lorsque le ministre de la Justice a dit que non, il y avait une plainte par Ali Sall, j'ai dit que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Et que le parquet du Sénégal devait se saisir de cette affaire, n'est-ce pas? Et élucider cette affaire. Parce qu'on parle de choses qui relèvent... D'abord, on parle de choses qui relèvent du pénal. Parce que, en fait, je rappelle un peu ce que j'ai dit, parce que c'est important. Tout à fait, oui. Voilà. Il y a des choses qui relèvent du pénal, comme des allégations de détournement de 200 000 $. Il y a des choses qui relèvent du pénal, comme des allégations de détournement de plusieurs milliards de dollars au détriment du trésor public sénégalais. J'ai dit depuis très tôt qu'on ne peut pas se limiter à dire qu'Ali Sall a porté plainte. Et Dieu merci, j'ai été suivi après parce que le procureur de la République s'est saisi de l'affaire et a ouvert une enquête. Mais, sur cette enquête, mais, ce n'est pas parce que Ali Sall est le petit frère de Macky Sall, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de délit de faciès au Sénégal, il n'y a pas de délit de nom au Sénégal, il n'y a pas de délit d'hérédité au Sénégal. C'est pas parce que Ali Sall est le petit frère de Macky Sall qu'il n'a pas droit à la présomption d'innocence, qu'il n'a pas droit à la défense, qu'il n'a pas le droit à la protection de son honneur. C'est ce que j'ai toujours dit. Maintenant, si les faits allégués sont avérés, ça veut dire sont établis par une justice responsable, une justice compétente, ces faits doivent être réprimés avec la plus extrême sévérité. Ça a toujours été ma position. Maintenant, au Sénégal, la doxa veut qu'on crie avec les loups, qu'on insulte systématiquement. Mais vous avez foi en cette justice sénégalaise aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que certains, par exemple, se sont dit que pourquoi se limiter à cet acte lancé par le procureur avec ses appels à témoins. Autant nous-mêmes, c'est le cas d'Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, etc., qui ont sauté, entre guillemets, le procureur pour aller directement porter plainte contre Aliou Sall auprès du juge d'instruction. Est-ce une manière pour eux et pour certains Sénégalais de dire qu'on n'a pas confiance en cette justice-là? Il y a beaucoup de choses à dire sur la justice sénégalaise. Je ne suis absolument pas convaincu que la justice du Sénégal est indépendante. C'est ça la réalité. Elle n'est pas indépendante. Enfin. En tout cas, peu ou prou. Voilà. Il y a beaucoup de choses à en dire. Voilà. Tout le monde sait
que la justice au Sénégal, en tout cas sur beaucoup de dossiers, notamment les dossiers politiques, est sous une emprise notoire du pouvoir exécutif. C'est ça la réalité. On se souvient de ces propos d'un chef d'État qui dit que j'ai mis le coude sur certains dossiers. On ne peut pas nier cette réalité parce qu'elle est évidente. Mais qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dit ça, and then, comme diraient les Anglais, qu'est-ce qu'on fait? On restaure la justice privée? On ressuscite la vengeance collective, la vendetta? Il faut bien qu'on fasse quelque chose, je veux dire. Parce qu'à partir du moment où on est dans un... Parce que si on discrédite les institutions, après il y a le vide. Il y a la justice privée, il y a la vengeance, il y a la guerre, il y a la mort. Aussi simple que ça. On est obligé de fonctionner avec les institutions, avec ce qui existe des institutions de ce pays. C'est la réalité. Parce que ceux qui disent que la justice n'est pas indépendante, qu'est-ce qu'ils proposent à côté? Ils proposent la vendetta, ils proposent la vengeance personnelle, qu'est-ce qu'ils proposent? C'est ça la réalité. Donc, le principe de réalité veut qu'on fasse confiance à cette justice sur ce dossier jusqu'à la preuve du contraire. Et puis, Brahim, je vais faire une révélation dans cette émission. Est-ce que vous savez que tous ceux qui ont saturé les colonnes des journaux et les ondes des radios, quand ils ont été à la DIC, vous savez qu'ils n'ont rien donné comme élément probant? Non mais c'est je veux dire, mais quand on lit les PV, quand d'une extrême gravité, quand on lit, ouais. sur deux points. Pourquoi? Le premier point, on se rend compte, et on parlait un peu de cette justice, c'est vrai, vous êtes journaliste tout comme nous, très souvent, les procès-verbaux qui devaient se limiter entre quatre murs et peut-être l'enquêteur et l'enquêté, entre guillemets, se retrouvent très rapidement sur la place publique. On parlait de ce rapport de l'IGE, j'ai pas dit que j'ai vu mais des... vous avez quand même j'ai pas dit que j'ai vu des procès-verbaux, j'ai jamais dit ça. Mais dans la position qui est la mienne, sur un enjeu aussi fondamental, si je ne sais pas ce qui se passe dans ce dossier, ça dit que c'est pas la peine que je sois journaliste au Sénégal. Ça n'a aucun sens. Je dis, le minimum qu'on peut attendre de moi, c'est d'en savoir un peu quand même sur ce dossier. Voilà. Et ce que j'en sais, c'est que tous ceux qui promettaient des révélations pour faire trembler le ciel n'ont rien donné. En tout cas de probant. Ça, je veux dire, ça c'est avéré. Maintenant, peut-être que c'est ça qui explique la démarche d'aller vers le juge d'instruction. En ça peut être pertinent. Peut-être que ceux qui parlaient avaient des éléments qui réservent à l'instruction et qui vont donner directement au juge d'instruction. Donc, si cette démarche se justifie par ça, voilà. Et j'ai bon espoir, je ne peux penser que c'est ça. Parce je qu'il faut quand souhaite vivement qu'ils en soient ainsi. Sinon, ça aurait été le comble du ridicule. Oui, je disais tout à l'heure, bon, peut-être c'était juste pour vous chambrer vous, mais de manière générale, on se rend compte très souvent qu'au Sénégal, dans certains dossiers qui sont d'une grande importance, qui sont encore en cours d'instruction ou qui sont entre les mains de la police ou de la gendarmerie, 24 heures après, on les retrouve sur les réseaux sociaux, dans la presse de manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un état de droit, ou en tout cas un état où l'on doit respecter les différentes institutions, cela est une bonne chose, n'est-ce pas? Brahim, on est dans une société ouverte, on est dans une démocratie de plus en plus d'opinion. Dans une démocratie d'opinion, on ne peut pas cacher certaines choses, c'est pas possible. La réalité même de l'évolution démocratique finit par tout mettre en tout cas à la disposition d'un certain nombre d'acteurs qui gèrent notamment l'information. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il n'existe aucune démocratie au monde où les informations essentielles qui touchent les dossiers sensibles sont verrouillées. Ça n'existe pas d'ailleurs. Et je pense que c'est bien ainsi. L'État, c'est pas une secte secrète. Mais l'État, quand même, c'est secret. L'État. Non, quand des choses touchent le secret défense ou les intérêts stratégiques du pays, je vais être d'accord. Mais quand des choses touchent des questions qui intéressent l'opinion et qui relèvent de la politique pure ou de l'économie, je ne vois pas de raison pour lesquelles l'opinion n'accéderait pas à cette information. Comme cette affaire sur le pétrole et le gaz et les signatures. On parlait tout à l'heure de BBC, je vais les citer, nos confrères
Panorama qui sont à l'origine, en tout cas, de ce... qui ont levé le lièvre, comme on peut le dire. Mais avant, d'autres en avaient déjà parlé. Vous, en tant que journaliste, vous avez un peu critiqué cette façon de faire de BBC. Est-ce que aujourd'hui, au Sénégal, des journalistes sont en mesure de faire ce genre d'enquête, bon, peut-être avec professionnalisme? Ce genre d'enquête, vous savez, BBC était un peu à cheval entre le Sénégal et l'Angleterre. Il a pu accéder à des documents, j'allais dire transnationaux. Toute proportion gardée, je pense que, au vu de la corrélation entre ces moyens et ces résultats, la presse du Sénégal n'est pas nulle. Toute proportion gardée. C'est une presse qui a pas des moyens à la hauteur de ceux de la BBC, mais qui, au vu du rapport entre ses moyens et ses résultats, fait du travail plus ou moins acceptable. Il y a des dérives, c'est vrai. Comme dans tous les métiers. Mais globalement, je pense que la presse du Sénégal, vaille que vaille, informe l'opinion sénégalaise. Nous reviendrons sur la presse sénégalaise, la liberté d'expression, entre autres sujets qu'on va aborder. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission, Toute la vérité. Une courte page commerciale et on revient avec notre invité. Mon trésor, prendre soin de toi est ma plus grande passion. Je suis heureuse quand tu me parles à travers tes beaux yeux et tes petits cris. C'est pourquoi j'exige toujours le meilleur pour toi. Absorption maximale, attache extensible et surtout très confortable pour que tu sois au sec jour et nuit. Kalinex, la douceur d'une maman. Pour encore plus de douceur, découvrez les lingettes nettoyantes et rafraîchissantes Kalinex et le shampoing ultra doux. Merci et retour sur Toute la vérité. Notre invité depuis maintenant 25 minutes, un peu plus, Cheikh Yérim Seck. On abordait tout à l'heure, avant la fin de la première partie, la presse de manière générale au Sénégal, la liberté de la presse, liberté d'expression aujourd'hui, une presse moins bâillonnée, une presse qui a quand même la liberté de donner les informations, mais de manière générale, on sent que la presse est quand même un peu frileuse, quelquefois même trop pointée du doigt. Mais parce que justement, parfois aussi, il faut avoir le courage de l'autocritique, nous en faisons trop. Le web sénégalais doit être le web le plus violent au monde. Il y a des gens sans métier, encagoulés, qui se cachent derrière le clavier pour insulter qui ils veulent à longueur de journée. Je veux dire, le web est devenu un exutoire pour beaucoup de chômeurs dans ce pays. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire d'autre qu'insulter. Donc il n'y a absolument pas de contrôle. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui, créer un site internet, insulter qui il veut, comme il veut, aussi longtemps qu'il veut, sans aucune forme de conséquence. Et pourtant, ce sont les sites les plus visités. Donc c'est vous dire que ici, il n'y a pas au-delà de la presse, c'est un problème d'abord qui engage l'État du Sénégal, puisque aujourd'hui, pas mal de jeunes... Il y a une part de responsabilité de l'État, comme il y a une part de responsabilité de la presse. Justement, parce que partout, dans toutes les presses responsables au monde, il y a ce qu'on appelle le tribunal des pairs. Il faut qu'il y ait un organisme de régulation de la presse sénégalaise. Bon, il y a déjà le CORED, il y a... Mais je veux dire que si ces organismes fonctionnaient et faisaient leur rôle convenablement, on n'en serait pas au chaos actuel. On est en chaos total. Il faut avoir le courage de l'autocritique. Vous êtes vous-même chef d'entreprise. Nous sommes dans un pays où n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur n'importe qui sans aucune conséquence. Ça, la démocratie, on vous dira qu'on est en démocratie. L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme dit que la liberté de l'un
s'arrête là où commence celle de l'autre. La liberté, ça ne veut pas dire le libertinage. La liberté, c'est pas le droit de faire tout ce qu'on veut. C'est le droit de faire ce qui est permis. C'est ça la liberté. On parle de cette liberté pour aller un peu plus loin dans la liberté d'expression. Guy Marius Sagna, depuis plusieurs jours, trimballé entre la gendarmerie, le bureau du procureur, le commissariat central, pratiquement ce qu'on a reproché ou ce qu'on reproche officiellement entre guillemets à Guy Marius Sagna, cet activiste, c'est fausse alerte de terrorisme. Ce cas ne vous a pas fait assez mal? D'abord, je pense que ça fait mauvais goût d'emprisonner un activiste en tout état de cause. Fausse alerte. Parce que notre pays a besoin d'activisme. Et Guy Marius Sagna, que je ne connais pas bien, pour moi est une figure pertinente dans la vie politique du Sénégal, dans la vie associative du Sénégal. Vous savez, quelles que soient les convictions d'un individu, mieux vaut qu'il en ait, plutôt qu'il n'en ait pas. Je pense que c'est un homme de conviction qui a ses idées, qui les défend parfois de façon maladroite, mais ça aussi le problème de la liberté, quelquefois d'engendrer des dérives. Vous parliez d'une société civile balbutiante. Voilà, c'est pourquoi je n'ai... Moi, c'est une figure qui, de par son engagement, moi, m'intéresse, honnêtement. C'est objectivement un personnage engagé, qui a des idées dont je partage certaines. Son aversion pour la France peut s'expliquer. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, au bout de 60 ans de coopération avec la France, on en est où? Aller se soigner en France. Et puis la problématique du CFA est une vraie problématique. Mais déjà... C'est-à-dire, il faut qu'on pose ces problèmes-là. C'est très important. Je n'ai vu aucun pays au monde se développer sous les auspices d'une monnaie gérée de l'étranger. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Donc c'est dire que Guy Marius Sagna parfois touche des problématiques qui sont des vrais problèmes pour le pays. Il le fait parfois maladroitement. C'est vrai que dans ce contexte de terrorisme, on dit qu'il y a une alerte d'attaque terroriste, ça peut poser un problème. Mais c'est le problème propre de la liberté d'engendrer des excès. N'est-ce pas? Il y avait beaucoup de moyens de répression contre lui. Rien que la garde à vue suffisait. Tu vois? Mais emprisonner un activiste pour ses opinions, je pense que la démocratie sénégalaise est au-dessus de ça. Ça, c'est mon point de vue. Est-ce que ce n'est pas également un problème dans la liberté d'expression? Parce que vous le disiez tout à l'heure, une société civile balbutiante, mais de manière générale, on a moins d'activistes. Il y en a marre qu'on connaissait entre 2011 et 2012, peut-être moins critiques aujourd'hui. Certains leur font cette critique-là. Pratiquement, on n'entend plus ou on ne voit plus ce genre d'activistes. Est-ce que cela ne vous fait pas peur, vous, Sénégalais, de voir que pratiquement personne ne parle de rien? Cette capacité des Sénégalais, elle a disparu. Bon, dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Sénégal est contraire à la réalité. C'est ça la vérité. Il y a la liberté d'expression au Sénégal. Il y a parfois une censure politique qui peut être excessive quelquefois, comme dans le cas de Guy Marius Sagna. Mais je dis, ce n'est pas tous les jours que les gens vont en prison pour leurs opinions au Sénégal. Parce que le dire, c'est dire quelque chose de contraire à la réalité. Donc l'État n'a pas muselé. Voilà. Non, l'État de toute façon ne peut museler personne. Aujourd'hui, il y a des médias dont la plupart sont privés et tout le monde a la capacité aujourd'hui de s'exprimer comme il veut et là où il veut. On n'a même plus besoin aujourd'hui d'aller vers un média pour s'exprimer. YouTube est une plateforme universelle, ouverte à tout le monde a la possibilité de s'exprimer. De ce point de vue, l'État n'a plus la capacité de museler qui que ce soit. C'est la réalité. Maintenant, vous savez, la nature a horreur du vide. À la place de Nyaramar, comme vous dites, sont en train d'émerger d'autres forces. Guy Marius Sagna en fait partie. Il y a d'autres organisations qui existent, n'est-ce pas, qui travaillent sur le terrain, n'est-ce pas, de la démocratie, etc. Ça aussi, il faut le dire. Je veux dire, aujourd'hui, il suffit d'aller sur le web sénégalais pour se rendre compte que dans tous les domaines, il y a des activistes, il y a des blogueurs, il y a des associations, il y a des volontaires. Ça bouge, en fait. Bon, enfin, les choses commencent à bouger. Peut-être pas au rythme où vous l'aurez souhaité, mais c'est ça la réalité. Et puis de toute façon, aujourd'hui, il y a une opinion publique vigilante. C'est ça la réalité. Si vous voyez toute cette polémique, tout ce qui est né de ce reportage de la BBC,
c'est le signe qu'au Sénégal est en train d'émerger une opinion publique. C'est le signe qu'au Sénégal, la société civile est vigilante. C'est le signe qu'au Sénégal, les sentinelles de la démocratie, comme l'opposition, comme la presse, font le travail. C'est ça la réalité. Alors, sinon, cette affaire n'aura pas atteint les proportions qu'elle a atteintes. Qu'elle a aujourd'hui. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de la France, surtout de ces rapports entre ces pays africains, anciennement colonies de la France, et ce qu'on a vu. Vous êtes malade, vous êtes assez riche ou un homme d'État, c'est en France où vous allez vous soigner. L'Afrique finalement n'est qu'un mouroir. Aujourd'hui, est-ce que cela ne vous aborde pas de voir des élites sénégalaises aller en France ou dans l'Hexagone pour justement se soigner entre autres? Un jour dans le train de Paris à Genève, j'ai rencontré un Suisse qui travaille dans l'intermédiation financière. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, vous savez pourquoi l'Afrique aura du mal à se développer? Il me dit, c'est parce que les dirigeants africains, ils volent tout l'argent de l'Afrique qu'ils planquent dans les banques en Suisse, dans les paradis et dans les autres paradis fiscaux. Ils investissent l'essentiel de leurs avoirs dans l'immobilier en Europe. Leurs enfants vont faire leurs études en Europe. Eux-mêmes vont se soigner en Europe. Ils souscrivent leurs assurances vie en Europe. Donc ils n'éprouvent aucune nécessité que ce soit de faire des écoles, des hôpitaux, de l'immobilier et des routes en Afrique. Aussi simple que ça. Ils n'ont même et pas je pense de que c'est une vérité tragique. Mais c'est ça la vérité. C'est une vérité tragique, c'est une vérité brutale, mais c'est ça la vérité. La faute à qui Si par exemple les ici, leaders de nos pays, pour se soigner, vont en Europe, jamais ils ne feront de vrais hôpitaux dans nos pays. Si, pour éduquer leurs enfants, les inscrivent dans les écoles en Europe, jamais ils ne feront de bonnes écoles dans nos pays. C'est la vérité. Donc, c'est d'abord une question de mentalité, une question de complexe, de résurgence de complexes coloniaux enfouis dans l'inconscient de nos dirigeants. Et ces complexes coloniaux font jusqu'à présent que des entreprises comme Total continuent à nous torpiller. Je dis aujourd'hui, chaque fois que je prends l'autoroute, je suis atteint dans mon oreille de Sénégalais. C'est-à-dire, trône sur l'autoroute du Sénégal, l'unique autoroute du Sénégal, une station Total. Alors qu'il y a des pétroliers nationaux de chez nous, c'est un arrangement entre Français, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis, le comportement des entreprises sénégalaises, des entreprises françaises au Sénégal, c'est pire que de l'insolence coloniale. C'est ça la réalité. Abdoulaye Wade avait réussi à desserrer le taux. Je dis la vérité. À un moment donné, il avait réussi à desserrer le taux. Mais à la faveur de la deuxième alternance, l'emprise de la France sur le Sénégal s'est davantage renforcée. Et c'est déplorable parce que aucun pays, il n'existe pas. C'est l'actuel régime, c'est le président Macky Sall qui a. Aucun pays, il n'existe pas un seul précédent qui a vu un pays se développer sur la base d'une coopération avec la France. Moi, je suis très frappé par le président du Ghana. Voilà quelqu'un qui a dit: moi, je n'ai plus besoin du FMI. On va déjà commencer, nous, chez nous, par créer les conditions pour satisfaire nos propres besoins. Voilà quelqu'un qui dit: écoutez, il n'y a aucune partie au monde, aucun pays au monde qui a réussi à satisfaire ses besoins sur la base de l'aide étrangère. Il faut d'abord commencer par compter sur nous-mêmes. Et il a fait une politique nationalement autocentrée sur les intérêts stratégiques de son pays. Au bout du compte, le Ghana fait partie aujourd'hui des pays qui se portent le mieux en Afrique. Je pense que c'est un exemple qu'il faut imiter. Mais vous parlez de l'avant ce régime-là, c'est-à-dire Abdoulaye Wade qui avait réussi peut-être à rompre les amarres ou non, pas à rompre les amarres, mais il avait réussi à desserrer les taux. Desserrer les taux. Aujourd'hui, on a les Dubai Forward, les Chinois, les entreprises brésiliennes, et c'est ça l'avenir de toute façon. Mais c'est le contraire que l'on voit actuellement. C'est-à-dire que on ne peut pas aller à contre-courant de l'histoire.
C'est ce que le régime actuel fait. L'idée d'un précaré... Non, attendez, non, je ne veux pas être simpliste, je ne vais pas dire ça. Mais je veux dire le retour de, par exemple, tout ce que fait aujourd'hui dans ce pays Total, tout ce que tu fais, comment s'appelle le gars de l'autoroute là, Eiffage. Eiffage, c'est plus scandaleux que le scandale. D'abord, tu fais l'autoroute la plus chère du monde, avec des tarifs les plus prohibitifs au monde. Comment? Et tu fais une communication désastreuse, irrespectueuse de nos autorités, n'est-ce pas, à la face du monde. Et tous les jours que Dieu fait, les Sénégalais meurent comme des mouches sur cette autoroute non sécurisée, non éclairée. Ça, c'est pire que de l'insolence coloniale. Alors, je précise que ce soit Total ou Eiffage, vous avez le droit de réponse, puisque on a cité vos entreprises sur cette chaîne. Vous pouvez continuer, cher Yérim. Non, mais ils peuvent répondre autant de fois qu'ils veulent. Mais je suis convaincu, moi, que le sens de l'histoire, c'est de dépasser la France, qui est aujourd'hui un pays presque sous-développé. La France a les mêmes problèmes que le Sénégal. Un grand problème de pauvreté, plus de 4 millions de pauvres, un problème de chômage presque endémique avec 10 millions de chômeurs. Il faut que aussi les gens le sachent. Oui, la France ne peut pas être une solution. Dit entre guillemets, même si c'est pas lui qui le dit, ben, France dégage, frappe France dégage, qu'avec le pétrole, le gaz qui sont maintenant une réalité au Sénégal, la France va encore pouvoir se développer. Je ne dis pas France dégage. La France est un partenaire historique du Sénégal. La France peut continuer à coopérer avec le Sénégal dans le cadre de comme on dit en diplomatie, bien compris de l'intérêt réciproque entre les deux pays. Je n'ai rien contre ça. Je suis par contre le fait que la France préempte des secteurs stratégiques de notre pays et gère ces secteurs de façon presque coloniale. L'autoroute me choque. La façon dont Total a fait effraction pour entrer dans le pétrole sénégalais me choque. C'est mon point de vue. Quelqu'un peut ne pas le partager. Mais c'est mon point de vue. Je pense qu'il faut ouvrir davantage l'économie du Sénégal. Il faut aussi, encore une fois, faire de la préférence nationale. En plus de la coopération structurée. C'est pas du fascisme. Il faut faire de la préférence nationale. Pour permettre à ceux... Moi, j'aurais été aujourd'hui ravi de voir une joint venture entre une société internationale et des investisseurs ou des industriels sénégalais. Par exemple, être parmi les opérateurs en matière de pétrole au Sénégal. Il faut aller vers cette direction-là. La préférence nationale, c'est pas du fascisme, c'est pas du protectionnisme. N'est-ce pas c'est protéger d'abord les intérêts stratégiques de notre pays. N'est-ce pas un rêve, peut-être une utopie même, si vous le disiez tout à l'heure, on a vu qu'après le régime de l'actuel régime a plutôt ramené les Français entre guillemets. N'est-ce pas une utopie ce que vous dites concernant cette Non, ce n'est pas une utopie. Tout dépend de la combativité d'une structure, par exemple, comme le club des investisseurs sénégalais. Quand j'ai vu ce club, j'ai approuvé, j'ai apprécié. Le combat de ce club, c'est d'exiger que certaines richesses de ce pays, qui sont des richesses stratégiques, soient gérées en priorité par des intérêts sénégalais. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays où prévaut une certaine logique. On a beaucoup de capitaines d'industrie. Aujourd'hui, pourquoi l'extrême droite gagne partout en Europe? Il faut se poser la question. Parce qu'à un moment donné, les nations sentent leur souveraineté plus ou moins usurpée par une sorte de libéralisme économique sauvage, avec des multinationales incontrôlables qui sèment le désordre partout, la misère et la désolation. C'est-à-dire qu'ils font leur beurre sur la sueur, le sang et les pleurs des peuples. Voilà pourquoi toutes les nations en Europe se replient sur elles-mêmes et vont de l'extrême droite. Pour faire revivre, pour remettre en place une souveraineté politique, une souveraineté économique, une souveraineté nationale. Dans nos pays, des pays comme les nôtres, qui sont des pays en construction, confrontés au défi de création des richesses, l'un des enjeux stratégiques fondamentaux pour nous, d'abord, c'est de faire de la sorte que les richesses sécrétées par nos pays restent en priorité dans nos pays. Ce ne sera peut-être pas le cas concernant le pétrole, concernant le gaz, puisque on parle déjà de plusieurs structures internationales. On parle de British Petroleum, BP, Total, vous parlez de Total.
entre autres structures. À quand donc que ces richesses restent en Afrique pour le cas du Sénégal? On peut ne pas désespérer. De toute façon, dans beaucoup de pays, c'est des multinationales qui viennent explorer. Il y aura un moment où le Sénégal sera fort de ses recettes pétrolières. Ça ne peut pas ne pas arriver. Ça va arriver dans 5, 10, 15 ans. Ce sera le moment de s'asseoir à niveau sur une table, fort des recettes qu'on aura engrangées d'ici là, pour pouvoir revoir ce qu'on appelle communément le tour de table. Beaucoup de pays l'ont fait. L'argent pétrole en partie devra servir à ça. Renforcer notre part sur notre propre pétrole avec l'argent qu'on aura gagné. Et récupérer nos avoirs par rapport à d'une certaine manière. D'une certaine manière. De manière personnelle, quels sont vos rapports, Cheikh Yérim Seck, avec l'actuel régime et surtout l'actuel chef de l'État et l'ancien Maître Abdoulaye Wade? Il n'y a jamais de rapport personnel. Abdoulaye Wade, c'était une source au sens journalistique pour moi, avec qui j'ai toujours entretenu des rapports heurtés, hein, c'est normal, enfin des rapports pas tout à fait en dents de scie, enfin en dents de scie on peut dire, parce que c'est ça aussi le propre des rapports entre les hommes politiques et les journalistes. Il y a des moments cléments, d'autres moments plus houleux dans la réalité. Mais Abdoulaye Wade, c'est quelqu'un en qui j'admire d'abord l'immortalité, la vigueur, l'ambition, surtout la densité intellectuelle. Parce qu'il faut connaître Abdoulaye Wade dans l'intimité pour savoir qui c'est. Parce qu'Abdoulaye Wade, le politique, n'a rien à voir avec Abdoulaye Wade, l'intellectuel. Je suis parti récemment voir Abdoulaye Wade, je suis resté là-bas 3 heures. J'étais avec Aline Diop 3 ou 4 heures sans me rendre compte que le temps passait. À discuter avec. Voilà, il est revenu sur lui-même, son parcours, ses rapports avec Senghor. Abdoulaye Wade, c'est quelqu'un de cultivé, d'intelligent, voire de malin. C'est quelqu'un vraiment auprès de qui on peut beaucoup apprendre. Voilà. Si je ça, c'est le journaliste. Alors, voilà. Et pour l'actuel régime, l'actuel chef de l'État, l'actuel chef de l'État, c'est quelqu'un que je connais depuis 2002. Voilà. Une relation normale entre un journaliste et un homme politique. Quelquefois heurté. C'est logique. Tout à fait. C'est logique. On se souvient de ce face-à-face entre guillemets entre Cheikh Yérim Seck et Macky Sall au palais, au détour d'une question où on a senti une certaine tension, une certaine nervosité pour. C'est dans la logique de l'art. Pas de rapport autre que celui d'un journaliste. Mais il ne peut pas y en avoir un autre. Le président Macky Sall est dans son rôle, il est le chef de l'État. Je suis un modeste journaliste politique du Sénégal. Et on a des rapports, parfois de travail. C'est tout. Il n'y a absolument rien. J'essaie de couvrir correctement ce qu'il fait. J'essaie d'analyser son action suivant le prisme le plus objectif possible. Parce que moi, je ne suis pas mû par le complexe de l'opposition. Je ne suis pas de ceux qui disent que ce que Macky Sall fait est systématiquement mauvais, parce que c'est faux. Nihiliste. Parce que dire que tout ce qu'il fait est mauvais, c'est faux. Dire qu'il a mal géré le pays, c'est faux. Tu comprends? Dire qu'il n'a pas fait de résultats sur le plan socio-économique, c'est faux. Par contre, si on me dit que Macky Sall a commis des défauts, des gaffes, par exemple, dans la gestion de certaines libertés politiques, je peux dire oui. Le cas Khalifa Sall. Voilà. Si on me dit, par exemple, que... Vous pensez à ce cas-là? Non, mais Khalifa Sall, Karim Wade, il y a eu beaucoup de cas sur lesquels il y a à dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on me dit, par exemple, que sous Macky Sall, il y a moins de respiration financière du pays, ce qui est vrai aussi. Parce que Wade avait une conception plus ou moins keynésienne du pouvoir. Il m'a dit un jour que la meilleure façon de relancer l'économie, c'est de la relancer par la consommation. Voilà pourquoi l'axe économique de Wade, c'était de disperser l'argent pour que l'économie vive. Les gens puissent Macky Sall a après une autre conception qui fait qu'il y a une tension de trésorerie très forte dans le pays. Il ne faut surtout pas utiliser ce nom, tension de trésorerie. Voilà. Très forte dans le pays. L'économie des finances n'en veut pas. Ce qui fait qu'il n'y a pas de respiration financière dans le pays. Ça aussi, c'est une réalité. Mais je veux dire, au-delà de ça, il faut aller à l'intérieur du pays pour se rendre compte que le PIDC a produit de vrais résultats.
Et il faut aussi regarder rien que sur la superficie sensible pour savoir qu'aujourd'hui, le pays est mieux géré qu'il y a qu'au cours de l'ancien régime. Il y a moins de scandales financiers, il y a moins de vols ostensibles, c'est ça la réalité. Mais il y a un scandale entre guillemets, hein. Entre guillemets, je précise, qu'on dit financier, c'est celui du pétrole et du gaz, même si on n'a pas encore les tenants et les aboutissants de cette affaire. L'enquête est en cours, le procureur s'est saisi de l'affaire et l'opposition, le CRD a bien fait d'aller chez le juge d'instruction. En fait, toute initiative de nature à faire éclater la vérité est bonne dans cette affaire. Parce que le Sénégal a besoin de connaître la vérité sur cette affaire. Alors nous allons peut-être très rapidement aborder un autre sujet, ce sera sûrement le dernier. Le Parti Socialiste qui a perdu très récemment son secrétaire général, la personne de Ousmane Tanor Dieng, nos pensées pieuses à sa famille et nos prières. Mais aujourd'hui, c'est un parti qui pourrait rebondir avec ses anciens ou ses fils qui ont été en marche du parti, mais qui aujourd'hui, comme Barthélémy Diaz, pourquoi pas un Khalifa Sall, etc., pourraient revenir. Que pensez-vous de la recomposition de ce parti? D'abord, mes pensées pieuses pour Ousmane Tanor Dieng, pour sa famille, à la fois biologique et politique. Tout à fait. Moi, je connais un socialiste chimiquement pur, qui est populaire au point d'avoir été maire de Dakar, qui par des résultats s'est fait réélire à Dakar, qui bénéficie à la fois d'une légitimité historique et populaire. Il s'appelle Khalifa Ababacar Sall. Il est confiné entre les quatre coins d'un mur, mais je pense que l'avenir du Parti Socialiste doit passer par lui. C'est mon analyse. Les Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam, ceux qui gèrent actuellement le parti après... Moi, je n'ai pas de point de vue particulier sur Aminata Mbengue Ndiaye, ni sur Serigne Mbaye Thiam. Mais l'avenir du Parti Socialiste, moi, je pense que Khalifa Sall, à la tête d'un Parti Socialiste nouveau, avec toutes les forces vives, toutes les forces toutes les parties prenantes de ce parti, ça peut donner quelque chose. C'est mon avis, c'est mon analyse. Le Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, on parlait tout à l'heure de lui, vous êtes, ça c'est la question à un journaliste que vous êtes, un PDS qui n'avait pas de candidat, ou en tout cas on a écarté son candidat à la présidentielle de 2019, mais un Parti démocratique sénégalais qui se cherche encore, qui veut aller vers des élections locales qui ont été reportées, mais qui n'arrive toujours pas à revenir après sa défaite de 2012. Le PDS a un grand problème, c'est le compte WhatsApp de Karim Wade. C'est lui qui, à partir de... Ce sont les messages WhatsApp ou les appels vocaux. Voilà, avec les appels vocaux et les messages WhatsApp, gère le parti. Vous savez... donc c'est Karim Wade le problème du PDS. Omar Sarr a subi une véritable humiliation. Et il y a beaucoup de choses qui se disent sans savoir ce qui s'est vraiment passé. C'est en route, quand il allait vers le dialogue, qu'on l'a appelé pour lui dire de rebrousser chemin, en fait. Alors qu'il avait été mandaté pour... Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas gérer une entité comme ça. Qui l'a appelé? Maître Wade ou Karim Wade? Je ne sais pas qui l'a. En tout cas, c'est Karim Wade qui, à partir de là où il est, gère le parti comme il veut. Donc, et tant qu'on ne règle pas ce problème-là, le PDS, aujourd'hui, il fait du surplace, demain reculera. Je dis, il faut que ceux qui ont de la légitimité historique au PDS, il faut que les historiques de ce parti, il faut que ceux qui restent de ce parti se dressent, pour une fois disent non, et exigent des règles de fonctionnement normales dans une organisation d'adultes. Aussi simple que ça. Le problème du PDS, donc, finalement, c'est en tout cas, tant qu'il continue à être piloté, à des milliers de kilomètres par Karim Wade, à Dubaï, qui fait et défait les hommes, les idées, ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. L'avenir de Cheikh Yérim Seck peut-il être politique? C'est la première question qui revient aujourd'hui. Peut-il être politique? Aspirer à autre chose que le journalisme et la citoyenneté, comme vous... S'il s'agit de mon avenir immédiat, je peux vous dire là, hic et nunc, ici et maintenant, que dans un avenir très très proche, je vais cesser de faire du journalisme. Ça au moins c'est clair. Là c'est très clair. Le journalisme tel que je le fais aujourd'hui, par l'écriture, la parole, l'analyse politique, dans un avenir très proche, je vais arrêter de le faire. Vous allez faire de la politique? Ça c'est un.
Deuxièmement, non, jamais je ne ferai la politique au sens politicien du terme. Non, jamais. Je ferai peut-être de la citoyenneté participative, mais je ne ferai jamais de la politique au sens politicien du terme. Ça, c'est évident. Maintenant, si vous me demandez comment je vois mon avenir, je vois mon avenir ailleurs, dans d'autres types d'activités qui peuvent être dans le domaine des affaires, dans le domaine de l'intelligence économique, dans le domaine de la réflexion stratégique, mais plus dans le journalisme actif. Vous avez découragé certains journalistes ou apprentis qui viennent juste d'embrasser ce métier, si on se rend compte que peut-être que ce n'est pas un métier qui nourrit son homme comme certains le disent. Moi j'ai 50 ans. Vous savez, 50 ans, c'est un âge très important. C'est un peu la frontière entre la jeunesse et la vieillesse. Je fais du journalisme depuis 2001, ça fait 18 ans. J'ai donné, j'ai beaucoup donné. Et vous savez, on ne peut pas être acteur jusqu'à la vieillesse. Tu vois, on ne peut pas être témoin jusqu'à la vieillesse. À un moment, il faut être acteur, n'est-ce pas? Et j'ai décidé, dans cette fourchette-là, avant la fin de cette année, d'arrêter définitivement le journalisme comme activité. Et on ne va plus l'appeler journaliste, Chahir Yerim-Seck. Peut-être vous allez nous donner l'autre nom qu'on vous donnera. Non, je serai un citoyen sénégalais lambda, mais qui sera plus sous le feu des projecteurs, parce que les caméras là, des fois ça brûle, parfois il fait chaud, et on souffre. On va vous laisser justement souffler un peu plus, puisque c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Chahir Yerim-Seck. Peut-être un mot d'au revoir, puisqu'on aura sûrement l'occasion, avant que vous ne quittiez ce métier, de revenir sur un plateau. Ah, mais c'était un plaisir d'avoir fait cette émission avec toi, Birahim. Ce sera toujours un plaisir. Tu es un garçon que j'aime bien. Ce fut un très grand plaisir de t'avoir accueilli aujourd'hui pour discuter du Sénégal. Le plaisir est partagé et c'était également un plaisir de vous recevoir et que vous nous accueillez chez vous, téléspectateurs de Sen TV. Toute la vérité revient dimanche prochain pour un autre numéro et un autre invité. Excellente journée à toutes et à tous. asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla dal loolu jàmm si réew mi tey dañu ñëw si wàllu vertige muy miir nag li tax ñu bëgg si taxaw tuuti dafa bari ñu koy jàmbat ba noppi léeg-léeg ñu jaawale ko ak malaise te bokkuñu boo dee miir day mel ni yow lépp day tourné ay symptômes yu koy accompagner ñu ngi koy ràññeele surtout ak leneen ban la su lu muy def ki ko am léeg-léeg mu mel ni ñi am tension bu yéeg dana leen dal comme ñi am tension buy wàcc tension mën na wàcc ba indi le vertige comme mën na yéeg ba indi le vertige kon ñaar yëpp extrême yëpp dafay indi miir boobu soo amee trouble de l'oreille interne am na jafe-jafe yoo xam boo ko amee sa nopp si biir mën na di ko xooj si ndox di ko naan da koy wàcc bu dee tension buy wàcc la jëlal café bu fort ataaya bu fort. Samedi, dimanche sur Sen TV. mbokk yi asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak honorable député Mamadou Lamine Diallo. man maay faral di wax ne Afrique dafa am problème ñu di ko tuddee flux financier illicite dañoo daw dañoo ragal ñeemoo ñu affronter BBC ñeemoo ñu affronter information yu BBC andi parce que BBC ñoo ñu andil contrat bi Alioune Sall ak Frank Timis BBC